Sur son éperon rocheux, au milieu de la vallée, domine un château. Dégagé et restauré depuis 1984 par le groupe archéologique du Mémontois, le château est une ancienne place forte qui a eu un rôle dans l'histoire tumultueuse de la Bourgogne et de la France. Pris à l'état de ruine par une bande de copains, sous la direction d'un dynamique président de l'association GAM, le château de Malin a retrouvé une certaine splendeur et reprend de son caractère. Nous allons vous en conter une petite histoire. Le château de Malin est situé en Côte d'Or, à environ 300 km au sud-est de Paris et à 25 km de Dijon. La vallée de Malin est accessible par le sud. C'est une région vallonnée avec plaine et plateau dont les points culminants sont à 605 mètres et le fond de la vallée à 320. Depuis la haute antiquité, c'est un lieu de passage. Le château est à 470 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, détaché de la faille de Malin, isolé entre les hauteurs du bois de Périgny et de la roche aiguë. Sur une butte dominant la vallée de 150 mètres, son isolement au milieu de la vallée de la Douy et sa position élevée lui confèrent une position stratégique idéale, et c'est surtout un symbole de domination du seigneur féodal. Pour sa sécurité, le château a nécessité d'obtenir une vue la plus large et la plus éloignée possible pour ne pas être pris au dépourvu, facilité de guet et de garde. Le château s'accroche au flanc sud de la butte, en contrebas de l'arête rocheuse pour mieux profiter de la protection naturelle qui est offerte sur sa face nord, tout en bénéficiant aussi d'un bon ensoleillement. Au XIe siècle, avec l'apparition des premiers seigneurs, les châteaux se construisent en pierre. La tour construite sur le but originel organise sa défense en aménageant le piton avec des structures en bois. Les premiers seigneurs connus de Malin en 1075 sont Guy et Hugues de Médiolano. Au XIIe siècle, abandon de la butte originelle, le château s'agrandit sous forme de cour et de communs pour recevoir la population paysanne en cas d'imminent péril. Avec le retour de croisade et une véritable architecture militaire, la construction s'adapte au terrain et elle est plus soignée. En 1230, le fief de Malin va à Hervé de Sambernon. Sa fille Jacquette devient l'épouse de Guillaume de Montagu en 1250. De 1250 à 1423, les seigneurs de Montagu seront les seigneurs de Malin. Au XIVe siècle, le château s'étend sur la partie ouest de l'éperon rocheux et en 1390, Pierre de Montagu fonde la chapelle Saint-Georges qui sera servie par 2 chapelains. Au XVe siècle, avec l'apparition de l'artillerie, les tours rondes sont généralisées, les murs s'épaississent pour mieux résister aux projectiles et les châteaux se dotent de bouches à feu. En 1419, à la mort de Pierre de Montagu sans descendance, le château est partagé entre ses 2 nièces, Catherine et Jeanne de Montagu, qui vont se disputer âprement l'héritage. À l'enregistrement de l'acte du 15 décembre 1422, au terme d'un procès rocambolesque, la partie est revient à Jeanne et la partie ouest à Catherine. Le partage se matérialisant par un mur prévu par l'acte, la terre de Malin aura alors 2 seigneurs. Pour la partie est, la famille de Jeanne se croisera avec les familles Rougemont, Ruffet et Malin. Pour la partie ouest, la famille de Catherine se croisera avec les familles Villers-Sexel, Beaufremont et Cercé. Fin 1438, les écorcheurs, mercenaires licenciés en 1435 après le traité d'Arras entre Charles VII et le duc de Bourgogne-Philippe le Bon, ravagent la Bourgogne et s'en prennent à Sambernon. Guillaume de Beaufremont aurait joué au dé avec leur capitaine leur départ, mais ayant perdu, il aurait saunoyé ce dernier. Pendant la dernière guerre de religion, le château tenu par les ligueurs fait l'objet d'une attaque le 12 mai 1593 de la part des troupes fidèles au roi. L'entrée du château est pétardée, la basse-cour est pillée. Vers 1593, Ennemi de Malin fait remodeler le château pour en faire une place forte, capable de résister à l'artillerie. La basse-cour primitive est délaissée au profit d'une nouvelle enceinte à redans et glacis, qui enveloppe et renforce les défenses primitives. Le Parlement de Bourgogne a participé aux frais. Après l'assassinat de Ennemi de Malin en 1613, la partie qui lui appartenait revient à Jean II de Malin, qui le cédera à Jean-Catherine en 1645. Le château est enfin réunifié par Nicolas Brulart en 1654. La partie ouest reçut en héritage et la partie est fut rachetée à Jean-Catherine, la seigneurie de Malin revenant de ce fait monocéphale. Petit à petit, le château est délaissé, puis abandonné au profit d'une nouvelle résidence à Sambernon, plus conforme au goût de l'époque et à une situation sociale différente. Au Brulart succéderont les Luynes, puis les Vichy-Champeron
En 1793, suite à la disparition dramatique de son dernier seigneur, le château sera confisqué et vendu en bien national comme carrière de pierre. En 1967, suite à des fouilles de sauvetage faites à Malin, ayant eu connaissance de la présence d'un vaste habitat, le groupe archéologique du Mémontois GAM, créé en 1973, se met à la tâche pour dégager les habitats qui se révéleront être une ville gallo-romaine. Mais déjà le GAM a lorgné sur le château. En 1984, un généreux donateur offre le château à l'association et les terrains aux alentours sont vendus pour le franc symbolique à la mairie. Le GAM part sans attendre à l'assaut du château. Aussitôt, les lieux sont visités afin de déterminer des priorités. Ce mur est en bon état. Oh, il y a une belle brèche là, une fenêtre peut-être. Oh, celle-ci elle est bien conservée. C'est une priorité. Oh, elle est branlante cette fenêtre. La basse-cour, de la terre, de la végétation, il y a du boulot là. Ouais, les murs ils ont encore ils ont une bonne tête. Ouais, celle-là, la végétation manque. Tiens, un trou. Oh, un autre trou, c'est un accès à une salle. Une autre salle peut-être. La végétation est omniprésente. Hein. Oh, ce trou dans le mur, inquiétant. Puis cette brèche, moins. De 1985 à 1989, la végétation est enlevée. Petit à petit apparaissent les murs, les plans sont levés, les travaux urgents sont effectués. Les fouilles permettent même de mieux appréhender l'ensemble du château. Pour accéder au château et permettre le nettoyage, il faut monter les outils. Pour monter les outils, il faut un chemin, qui est aussitôt tracé, avec des moyens, même des gros moyens. Ces photos montrent bien les sartages qui étaient nécessaires pour retrouver les contours du château. Cette photo de 1987 montre le travail qui a été effectué. Pendant ces dégagements, un escalier est découvert intact. Des salles entières sont déterrées et levées graphiquement. Les fenêtres branlantes sont démontées pour un remontage futur. Après son dégagement, cette pierre représentant un morceau d'une fenêtre est remontée par les fouilleurs. Ce trou dans la tour, après quelques recherches, s'avère être une canonnière. Après des dégagements, des pierres sont retrouvées et remises en place. Une dalle supérieure est taillée à sa mesure, un ferraillage est installé, et des tailleurs de pierre lui restituent petit à petit son aspect d'antan. La brèche est colmatée et une fenêtre est posée. La végétation levée, les fouilles entreprises, vient le temps de la remise en époque du château. Les pierres des différentes fenêtres sont montées. Gauvin met tout en forme. Voici le résultat de la fenêtre branlante remontée et les murs consolidés. Voici une vue du travail qui est encore à faire. D'autres fenêtres sont remontées dans les brèches ainsi colmatées. Le rocher nettoyé de sa végétation. D'autres murs sont consolidés après un décapage du terrain. Une tourelle est montée au-dessus de l'escalier qui avait été découvert intact. En 1992, la citerne annoncée dans le dénombrement de 1422 est découverte. Des tas de matériaux en sont dégagés, mais il y a de l'eau au fond. Elle récupère les eaux de ruissellement filtrées par du tuf et des crépiles en terre cuite d'époque. Une petite remise en état, et elle sert de nouveau pour la restauration du château. Cette photo prise en 2005 montre l'aménagement après recouvrement de la citerne et la fenêtre pour tirer l'eau depuis l'intérieur ou l'extérieur, situation issue du partage de 1422. Revenons dans la chronologie. La photo de 1993 montre la partie sud-est du château dégagée. La tour ronde, ayant à sa base la canonnière refaite, est remontée. Des poutres de 1,4 tonne sont montées et installées sur les corbeaux mis en place. L'ingéniosité est omniprésente, n'est-ce pas Marc ? Pendant les camps d'été, les fouilles sont entreprises ainsi que les sondages dans la basse-cour. Des objets sont trouvés, un anneau, une petite clé, des aiguilles en argent, une boucle de ceinture, un dé à coudre, une aiguille à coudre, des objets en verre, mais aussi des dés, peut-être ceux du pari de Guillaume de Beauffremont avec le chef des écorcheurs, ainsi que la fusée du pétard qui défonça la porte principale du château le 12 mai 1593 et bien d'autres choses. Et quelques vapeurs, pour retirer un peu de végétation, viennent faire de l'accrotour.
Une rampe accédant depuis la basse-cour à la salle de garde est remise en fonction. Les restaurations sont faites dans la bonne humeur. Une fois les sondages faits dans la basse-cour, on peut donc utiliser les moyens plus efficaces que la pelle et la pioche. Las de tout ce bruit, notre petit bonhomme en armure a réclamé un casque anti-bruit. La restauration des salles continue. Des lourdes poutres sont posées, les plafonds refaits, les plaques de bois posées pour le futur bois. Des fenêtres de style viennent isoler le château contre les courants d'air. Un fouilleur condamné à quelques heures de fouille tente de s'évader. La restauration du château continue. Des concerts sont donnés. Des fêtes sont organisées avec danse en costume d'époque. Le paysage est beau et l'on voit loin. Avec l'aide de nos amis botanistes, des jardins à thème sont plantés. Un jardin médiéval prend corps. Des plantes sont identifiées. La végétation s'organise. La base de la rampe d'accès à la salle de garde est fleurie. Et à ce jour, la bande de copains, avec d'autres bénévoles, œuvre toujours à l'évolution du château.